Alors bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la fonction de tuteur maître d'apprentissage. Je suis Pascal Lebargy, formatrice référente et coordinatrice pédagogique pour le GIP-FIPAN, le groupement d'intérêt public pour la formation et l'insertion professionnelle, rattaché à l'Académie de Nice. Nous allons passer en revue ensemble les axes majeurs de la fonction de tuteur maître d'apprentissage et nous allons voir que c'est une fonction aussi compliquée que passionnante. Nous allons aborder dans un premier temps la définition de ce tuteur maître d'apprentissage, ses origines, le cadre réglementaire qui régit le tutorat, les enjeux du tutorat, pour le tutoré bien sûr, mais aussi pour l'entreprise qui accueille. Nous allons voir que nous sommes directement liés avec le processus de professionnalisation qui inclut la pédagogie de l'alternance. Nous allons voir les conditions de mise en œuvre du tutorat, les rôles et les missions des tuteurs maîtres d'apprentissage. Nous verrons également les principes de l'accompagnement qui sont inhérents à cette fonction, les responsabilités, les fonctions du tuteur, le profil du tuteur, la notion de projet qui s'inscrit dans le tutorat et bien sûr, nous parlerons de la formation des tuteurs. Alors tout d'abord, tuteurs maîtres d'apprentissage, qui sont-ils ? Nous pourrions dire que ce sont des praticiens professionnels. Le tuteur est le salarié désigné par l'employeur pour former une personne dans l'entreprise, sur le lieu de travail. Il exerce cette activité en plus de son travail habituel et reste soumis aux contraintes de production habituelles, ce qui n'est donc pas simple. La fonction tutorale est aujourd'hui grandement valorisée car considérée comme un instrument de changement dans les pratiques professionnelles. À ce titre, nous allons voir ensemble les principes fondamentaux d'un tutorat qu'on va qualifier d'organisé, puisqu'il existe des tutorats spontanés. La mission et les activités du tuteur sont dépendantes, comme nous le verrons, du contexte culturel et du système de formation dans lequel elles s'inscrivent, mais sont centrées autour d'axes majeurs, notamment le management, la pédagogie et l'accompagnement social. La professionnalisation des tuteurs, actuellement facultative, demeure vivement encouragée pour certifier à la fois l'acquisition des savoirs permettant l'efficience du tutorat, mais aussi l'inclusion du tuteur dans le champ des acteurs de la formation, car comme nous le verrons, ils sont partie prenante. On va donc détailler ensemble les fondamentaux de cette activité afin d'en comprendre la richesse, mais aussi les difficultés. Un tuteur, un maître d'apprentissage, en termes d'origine, d'où ça vient? Le tuteur, ça vient du latin tutor, celui qui garde, celui qui protège, celui qui défend, celui qui a la conduite de la personne. C'est également dérivé de tutela, du verbe tueri, qui veut dire protéger. Le maître d'apprentissage, c'est une locution qui trouve son origine dans le compagnonnage. Les tuteurs et les maîtres d'apprentissage sont devenus des synonymes puisqu'ils s'inscrivent l'un comme l'autre dans le champ de l'apprentissage par alternance, au service d'une articulation qui serait optimale puisqu'elle est entre deux lieux distincts de formation, exclusivement à visée professionnelle. Est-ce qu'il existe une législation pour le tuteur et le maître d'apprentissage? Alors oui, il y a bien un cadre réglementaire. La présence de maître d'apprentissage est obligatoire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Il a la responsabilité de l'apprenant qui lui est confié et doit activement contribuer à l'acquisition des compétences visées par le titre ou le diplôme préparé en liaison avec le Centre de formation pour apprentis, le CFA. Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel, correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, il doit également justifier de 2 années minimum d'exercice d'une activité professionnelle qui est en relation directe avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé. Le nombre d'apprentis qu'il a avec lui et qui est suivi par le maître d'apprentissage est limité à 2 apprentis. Éventuellement, il peut y avoir un redoublant. Le maître d'apprentissage, bien entendu, peut être le chef d'entreprise. Dans le contrat de professionnalisation, l'accompagnement du salarié est facultatif, mais il se trouve largement encouragé par les accords de branche. Il assure, il interagit avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions de professionnalisation. Il participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur désigne un salarié de l'entreprise ou assure lui-même le tutorat. Le tuteur
qui est choisi doit absolument être volontaire pour assumer cette mission. Justifié d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum également, comme le maître d'apprentissage, dans la qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés. Le tutorat peut s'exercer dans tout type d'entreprise ou de structure, des entreprises privées à but lucratif ou à but non lucratif, et même des associations. Les structures peuvent avoir des tailles variées, d'une très petite entreprise à un grand groupe, et le tutorat est présent dans les différents secteurs d'activité économique. Il existe également une diversité de tuteurs en fonction du cadre dans lequel le tutorat s'inscrit. Le tutorat est présent dans le cadre des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, mais aussi des périodes de stage. Il peut parfois exister sans être formalisé et il n'est pas toujours obligatoire dans le cadre de la formation ou du stage. Les modalités peuvent aussi être très variées en termes de durée, d'objectifs et de fonctions dévolues au tuteur. On va voir maintenant les principaux enjeux du tutorat. Il y en a 3. La professionnalisation, l'insertion professionnelle et l'emploi. Les enjeux du tutorat sont répartis pour 2 pôles, la personne tutorée et l'entreprise. Pour la personne tutorée, la première des choses que permet le tutorat, c'est la découverte du monde du travail et de l'entreprise. Le tutorat permet également une formation, une qualification et une sécurisation de son parcours. Elle permet donc l'insertion professionnelle et la socialisation, et aussi bien sûr l'acquisition ou le développement de compétences via une projection en emploi. La personne est directement dans l'entreprise, donc se projette dans l'emploi, donc se projette dans le métier qu'elle apprend. Pour l'entreprise, il y a une anticipation des besoins en ressources humaines, une optimisation de l'intégration au poste de travail de nouveaux salariés, la transmission simultanée des savoir-faire, mais aussi et surtout des valeurs et de la culture de l'entreprise, et une image citoyenne de l'entreprise, laquelle devient formatrice. Quel est le sens du verbe professionnaliser ? Professionnaliser désigne le processus permettant de construire et de développer ses compétences. Le choix du terme professionnalisation traduit la volonté et la recherche par les pouvoirs publics d'un nouveau mode d'articulation de la relation formation-emploi, en privilégiant l'expérience professionnelle par rapport à la formation et les compétences acquises en situation de travail plutôt qu'en situation de formation, notamment concernant la formation initiale. Comment fait-on pour professionnaliser ? Il s'agit d'intégrer dans un même mouvement l'action au travail, l'analyse de la pratique professionnelle et l'expérimentation de nouvelles façons de travailler. Cela engage un ancrage plus fort des actions de formation par rapport aux situations de travail. La professionnalisation renvoie à la logique compétence. Il s'agit aussi d'acquérir une identité professionnelle ou d'en réendosser une nouvelle et d'être reconnu tant en tant que professionnel par ses collègues, son organisation, la société. Vous le comprenez, donc quelque part, professionnaliser, ce n'est pas apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour faire. Mais encore, nous pourrions dire que la professionnalisation, c'est la fabrication d'un professionnel par la formation, et dans le même temps, la recherche d'une efficacité et d'une légitimité plus grande des pratiques de formation. Questionnement et articulation de 3 moments qui sont habituellement séparés. L'acte de production travaillé, sous-entendu le travail dans l'entreprise, l'acte de réflexion-recherche à propos des conditions de transformation des pratiques professionnelles et l'acte de formation. Nous avons donc 3 sens concernés, la professionnalisation de la profession, la professionnalisation par rapport à l'efficacité du travail et la professionnalisation de la formation. Il y a donc 3 temps pour cela, la partie formation dans le lieu de travail
et suite au travail dans des situations apprenantes décidées en amont, la réflexion du sujet sur son activité, puisque la réflexivité permet à la personne de comprendre ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, comment elle l'a fait, avec qui elle l'a fait, pourquoi l'a-t-elle fait de cette façon, comment pourrait-elle le faire autrement, comment pourrait-elle l'améliorer, puis qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a fait. La professionnalisation, donc, c'est un processus qui est à l'œuvre, avec des liens forts entre identité, reconnaissance et professionnalisation. Il y a ce qu'on attend de moi, il y a la place qui m'est attribuée, il y a ce que je veux faire reconnaître, et ce qui est visé, bien sûr, ce sont les compétences. Le tutorat devient donc un acteur incontournable dans la pédagogie dite de l'alternance. On comprend dès maintenant qu'il ne peut suffire de séjourner dans l'entreprise dans une situation d'immersion pour socialiser, choisir, comprendre. Il doit être question de pédagogie, d'objectifs, d'évaluation et de réflexion globale sur un projet pédagogique. Il s'agit de rendre compatibles travail et formation par l'intervention de la formation dans l'univers professionnel, donc dans l'entreprise. Quelles intentions pour quelles finalités en ce qui concerne la pédagogie de l'alternance? Il y a 3 intentions. Corriger le décalage entre le scolaire et le professionnel. Ajustement, du coup, entre l'école et l'entreprise. Il y a l'acquisition de savoir-faire par la pratique. Depuis longtemps, il a été constaté que apprendre en faisant restait la meilleure des choses. Et un projet de nature didactique, ce qui sous-entend un travail d'ingénierie en amont concernant le choix des situations apprenantes, le choix des phases réflexives. Il y a 3 finalités qui sont poursuivies: l'orientation, la construction et la validation du projet professionnel de ce tutoré, son insertion professionnelle et bien sûr la qualification professionnelle. Des spécificités également par rapport à l'alternance concernant le temps, les lieux et l'organisation. Le centre de formation, lui, est un lieu pédagogique. Il est forcément organisé autour de l'accueil, du déroulement de la formation, du suivi, de l'évaluation d'objectifs et de validation. L'entreprise, elle, est un lieu de production qui est organisé autour d'un processus qui règle le temps et le fonctionnement de l'ensemble de ses composantes, et en même temps un lieu de formation. On comprend donc maintenant que ces 2 lieux doivent être à la fois source d'apprentissage, à la fois le centre de formation, lieu pédagogique, et l'entreprise, lieu de production, mais ils sont tous 2 référents articulés pour donner du sens au parcours de la personne et complémentaires dans leurs actions, puisque le centre de formation et le tuteur maître d'apprentissage en entreprise travaillent autour d'un même document, en l'occurrence le référentiel métier. On comprend qu'il y a 3 principaux acteurs dans la pédagogie de l'alternance, et notamment en ce qui concerne le tutorat et l'apprentissage. 3 acteurs principaux qui sont interdépendants: le formateur, dans le CFA, avec sa mission de formation, ses codes, son positionnement par rapport au savoir et aux techniques. Le tuteur, dans l'entreprise, avec sa technicité, son code de communication et ses repères, sa responsabilité professionnelle et son appartenance à un collectif de travail, et bien sûr l'apprenant, son histoire, ses cheminements, sa formation antérieure et sa demande. Alors la pratique de l'alternance, on l'aura compris, poursuit 3 logiques. La logique de la transmission du savoir, puisqu'il est question ici de faire en sorte que la personne acquiert des compétences par l'intermédiaire de la transmission du savoir d'un tuteur. La logique d'apprentissage des personnes, puisque personne n'apprend de la même façon et au même rythme. Donc comment cette personne apprend, s'adapter à sa méthode d'apprentissage. Et la logique de production des entreprises, laquelle ne s'arrête pas de travailler pour former les personnes. Ces 3 logiques renvoient donc aux intérêts respectifs de chacun des acteurs en jeu, mais en plaçant l'apprenant au centre des préoccupations et en instaurant un dialogue de tous les acteurs et une co-construction du processus d'apprentissage. Il est bien clair que les acteurs décident ensemble
de ce qui va se passer dans l'entreprise et de ce qui se passe dans le centre de formation. La pédagogie de l'alternance, du coup, comme vous pouvez le voir sur ce schéma assez simpliste, nécessite des allers-retours permanents entre un établissement de formation et un contrat de travail en apprentissage ou en professionnalisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, laquelle, elle aussi, fait appel au tutorat, laquelle, elle aussi, fait appel à des situations de travail apprenantes qui nécessitent une ingénierie pédagogique, une définition du parcours individualisé du tutoré, laquelle met en place systématiquement, après chaque situation de travail apprenante, des phases réflexives pour lesquelles le tutoré est guidé par son tuteur. Et donc, en permanence, il va y avoir, d'un établissement à l'autre, de l'observation, de la confirmation des savoirs, de la réalisation d'activités, mais aussi de la conceptualisation et des nouvelles activités de plus en plus complexes. Comment on peut faire pour que l'alternance réussisse? Pour que l'alternance soit réellement formatrice de manière démocratique, il faut travailler sur cet enjeu pédagogique. Il est fondamental. Le transfert des savoirs, des savoir-faire, des compétences, de la situation de formation à la situation de production. Ce transfert ne peut être que dynamique. On n'apprend pas d'abord pour transférer ensuite. On apprend en comprenant comment on apprend, ce qu'on emprunte et qu'on utilise, pourquoi on l'utilise et ce que cela produit. On revient là du coup à la façon dont la personne apprend est différente d'un individu à l'autre. Il faut que cette personne comprenne comment elle a appris. Pour ce faire, on va l'inciter à la réflexivité sur l'action. Le rôle fondamental dans l'alternance, il est dévolu au questionnement. Dans une formation alternée, le questionnement est absolument central. Il est fondamental, il est incontournable. À l'inverse du système classique où le formateur va interroger l'apprenant, dans l'alternance, c'est l'alternant qui pose des questions aux adultes qui l'entourent. Le maître d'apprentissage, le tuteur, le formateur, le chef d'entreprise, l'équipe entière qui travaille sur les différents postes de travail de l'entreprise. L'apprenant questionne également son milieu de vie, son environnement, l'entreprise où il se situe. L'alternance pourrait être ainsi qualifiée entre autres de pédagogie du questionnement, mais aussi du coup de l'auto-questionnement. Une étape clé pour se développer car c'est le premier pas vers la réflexivité. Puisque je me questionne, c'est que je veux comprendre. Si je ne comprends pas de moi-même, je vais poser des questions. Donc se questionner, c'est déjà prendre la mesure des choses et prendre conscience. Du coup, par le biais de l'alternance, la personne devient actrice de son changement. Quelles sont les conditions de mise en œuvre du tutorat? Dans un premier temps, il va falloir analyser les besoins. Quels sont les besoins de recrutement à court, moyen, long terme, par exemple? Comment pourrait-on avoir un personnel qualifié, opérationnel? On va questionner la faisabilité et l'opportunité de l'alternance. Est-ce que c'est le meilleur format? Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de prendre quelqu'un tout de suite en CDD? Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de faire autrement que de former quelqu'un? On va définir des objectifs. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Quelles sont les compétences principales pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'on attend de nos employés? On va établir la planification des étapes et les délais. On va définir les rôles et les responsabilités, mais aussi le fonctionnement et les modèles d'évaluation des acquis. Car apprendre à quelqu'un, c'est bien, mais il faut quand même évaluer s'il a compris, s'il est capable de demain. Relier le programme aux valeurs de l'entreprise, c'est aussi un enjeu, puisque chaque entreprise fonctionne à sa façon, à sa culture, à ses valeurs. On va également devoir choisir et préparer le tuteur à sa mission, ce qui n'est pas simple. Prévoir d'encadrer et de faciliter le travail du tuteur. Il faut que toute l'entreprise soit derrière cette personne. Il va falloir instaurer un suivi de la relation tutorale et organiser et accompagner les évaluations et le retour d'expérience. Les rôles et les missions du tuteur, du coup, vont être principalement de favoriser
la complémentarité entre le système formatif d'un côté et l'appareil productif de l'autre, en développant des situations formatives sur le lieu de travail, ce qui sous-entend mettre en place des situations de travail apprenantes. Toutes les situations de travail ne sont pas apprenantes. On va amener un individu vers un objectif qui est à caractère professionnel, que vise cette personne, un emploi, un diplôme, une qualification, une certification, dans tous les cas de figure, une évolution, avec des nouvelles compétences, des nouvelles attitudes professionnelles. Il va falloir également déterminer un itinéraire de formation, prévoir des stratégies pédagogiques, favorisant la mise en place de repères. Et on va faciliter l'intégration de l'alternant et accompagner le changement par l'acquisition de compétences qui sont reliées à l'exercice d'un métier ou à l'obtention d'un diplôme. Faciliter l'intégration, c'est-à-dire ne pas faire que lui dire bonjour parce qu'il vient d'arriver, mais l'intégrer dans l'entreprise, lui présenter l'entreprise, les différentes personnes qui y travaillent, les différents postes de travail, faire en sorte qu'il se sente un peu chez lui, il y est pour un certain temps. Alors vous l'avez compris, les rôles et missions du tuteur, elles tournent autour du fait que, oui, bien sûr, elle accueille le tutoré avec un A majuscule, c'est un grand accueil. Il va organiser le temps pendant lequel cette personne va être dans l'entreprise. Il va former cette personne. Il va l'intégrer à l'entreprise. Il va l'accompagner dans ce qu'il apprend, dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il doute. Il va également l'évaluer, puisqu'il va falloir évaluer les compétences acquises. Tout va tourner autour de cela. Du coup, le salarié alternant, qu'est-ce qui le relie, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, avec l'entreprise employeur? Il y a un lien, c'est bien le contrat de travail, mais il y a aussi le but, une professionnalisation qui est progressive, qui est personnalisée. Qu'est-ce qui relie le salarié alternant au centre de formation? Un contrat de formation. Mais pour quel but? Pour l'obtention d'une qualification et d'une certification ou d'un diplôme. Qu'est-ce qui relie le centre de formation à l'entreprise, mais via le tuteur? C'est une convention de formation et l'organisation de l'alternance. Le but, la complémentarité des apprentissages qui sont dispensés entre le centre de formation et le monde de l'entreprise. Donc dans le tutorat, il y a bien quelque chose qui est incontournable et qui a une dimension particulière, c'est la notion d'accompagnement. J'ai voulu mettre en avant le fait que cet accompagnement est situé, puisqu'il est précis, il est dans un contexte précis. Il est structuré parce qu'il est en lien direct avec toutes les phases du parcours de la personne. Il est également dirigé, il est dirigé vers, puisqu'on va vers demain, un avenir professionnel qui est sous-jacent. Accompagné dans le tutorat, il va falloir qu'on définisse ce que ça entend et ce que ça sous-entend. Parmi les 1000 définitions qui existent sur le terme de l'accompagnement, on en a gardé un. L'accompagnement est une fonction qui, dans une équipe pédagogique, consiste à suivre un stagiaire et à cheminer avec lui pendant une période plus ou moins brève afin d'échanger à propos de son action, d'y réfléchir ensemble et de l'évaluer. On verra finalement que cette définition de l'accompagnement rejoint la philosophie du compagnonnage, lequel estime qu'il y a 3 composantes qui sont indissociables de cette mission: apprendre, pratiquer et transmettre. Être avec et aller vers, c'est ce que nous dit Maëla Paul, qui est une grande spécialiste de la méthodologie de l'accompagnement. La définition du verbe accompagner confirme cette organisation du sens. Il s'agit dans l'accompagnement de se joindre à quelqu'un, il y a donc bien une dimension relationnelle, pour aller où il va et non pas où je veux qu'il aille. Donc il y a bien une dimension qui est temporelle et opérationnelle, en même temps que lui, à son rythme, à sa mesure, à sa portée. Le principe de base donc de cet accompagnement est que l'action se règle à partir de l'autre, de ce qu'il est, de là où il en est. Il y a donc 4 idées maîtresses qui traversent
la méthodologie de l'accompagnement dans le cadre du tutorat. Dans un premier temps, la secondarité, celui qui accompagne est le second, c'est-à-dire le suivant et non pas le suiveur. Sa fonction est de soutenir au sens de valoriser celui qui est accompagné. Il y a l'idée du cheminement qui inclut un temps d'élaboration et des étapes qui composent la mise en chemin. Tout à l'heure, nous avions parlé de parcours, d'itinéraire. Le cheminement en question fait référence, sous-entendu, au balisage également quand on parle d'étapes qui composent la mise en chemin. Les étapes vont être progressives, elles vont être décidées en amont, elles vont être lourdes de sens. Il y a aussi un effet d'ensemble, parce que quelle que soit la dissymétrie relationnelle, l'action vise à impliquer les deux éléments à tous les stades de ce cheminement. Elle vise à impliquer à la fois le tutoré et le tuteur. Et il y a cette notion de transition qui est liée à une circonstance, à une actualité, un événement, une situation qui vient dire que tout accompagnement est temporaire. Il a un début, un développement et une fin. Donc vous l'avez compris, le tutorat implique bien le recours à un tiers, notamment le tuteur, et l'autorise à accompagner le professionnel qui est en devenir, donc le tutoré, vers, donc dans cette notion de direction, son avenir, ce qui n'est pas encore mais qui est sous-jacent. Ce qui sous-entend une ingénierie communicationnelle, on va analyser le travail pour établir un dispositif de formation avant la mise en œuvre du tutorat, ce qui sous-entend également la mobilisation de compétences pédagogiques et didactiques pour le tuteur, du moins pour les trois acteurs concernés, mais notamment le tuteur, ce qui sous-entend le fait de devoir valoriser les connaissances dans l'action et les savoirs sur l'action et pour l'action. Puisqu'en fait, ce que l'on veut, c'est que la personne, effectivement, travaille, acquiert des savoirs, acquiert des compétences, mais comprenne comment elle les acquiert. Donc, elle va devoir réfléchir sur l'action qu'elle vient de faire, les savoirs qui sont impliqués pour réaliser cette action, et qu'est-ce que ça apporte à l'action. Elle va formaliser des savoirs pratiques aussi, par l'analyse des pratiques. Encore une fois, on va analyser la façon dont on fait, on va analyser pour savoir si on pourrait faire mieux ou faire tout simplement autrement. Et on va favoriser la mémorisation et la construction de sens. Comment? Par le biais de la réflexivité. La personne mémorise mieux lorsqu'elle s'arrête après avoir fait l'action et qu'elle réfléchit sur cette action. Le dispositif tutoral, il a pour fondement et pour finalité l'autonomie du tutoré, mais aussi sa créativité. Il peut être force de proposition. Sa réactivité et la réactivité des professionnels. Il s'exprime dans une situation de travail, bien entendu, qui est accompagnée. Elle est provisoire et nous l'avons vu, elle est transitionnelle. Elle implique une posture de la part du tuteur qui est singulière, permettant à l'autre de prendre sa place, la sienne, avec un S majuscule. Pour que le triptyque agir, se représenter et se projeter fonctionne, puisque le tutoré agit dans l'entreprise, se représente le métier et l'entreprise et se projette dans l'emploi. Pour que ce triptyque fonctionne, il est nécessaire que les changements de représentation et d'action soient facilités. Car même si le tutorat accompagne l'évolution et le changement, il n'en reste pas moins que le changement est agi et décidé par l'acteur lui-même, autrement dit, par le tutoré. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, j'ai voulu mettre en avant les différents modes d'accompagnement, car aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot accompagnement est tellement galvaudé, on ne sait plus trop ce qui relève de l'accompagnement, de la guidance, de l'aide. On a donc comparé le counseling, le coach, le mentor, le manager, le tuteur, le compagnon. Comme vous pouvez le voir au niveau de leur rôle, même si c'est très synthétisé, deux seuls parmi eux professionnalisent des personnes, par le biais de leur connaissance et de leur expérience. Deux seuls transmettent, sauf que le tuteur transmet des compétences et le compagnon transmet des savoir-faire.
Le mentor, lui aussi, transmet et recadre, mais lui, il partage une expertise métier. C'est pas tout à fait la même chose. Le coach, lui, il questionne en challengeant, donc en mettant principalement des défis sur la route. Le manager, il a une obligation de résultat, une obligation de performance, et c'est ça qu'il poursuit avant tout. Alors que dans le rôle du tuteur et du compagnon, la centration est principalement axée sur l'apprenant. Qu'est-ce qu'il apprend? Comment il l'apprend? Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce qu'il sera opérationnel à court terme? Est-ce qu'il sera autonome? Nous en venons donc à parler des responsabilités et des fonctions du tuteur. On pourrait dire qu'il convient de passer d'un professionnel qui est compétent à un professionnel qui est transmettant. Que fait ce tuteur? On l'a vu, il accueille, mais aussi il guide. L'objectif est également qu'il facilite le processus d'intégration, qu'il pose le cadre. Il y a forcément un cadre. Le cadre de l'entreprise, les codes de l'entreprise, la façon de faire de l'entreprise, ses exigences, ses contraintes. Il faut qu'il différencie aussi les attentes et les besoins du tutoré et qu'il les analyse. Il va devoir définir des objectifs pédagogiques, ce qui n'est pas une mince affaire, mais en partenariat sûrement avec à la fois le chef d'entreprise et à la fois le formateur du CFA, et toujours dans le respect du référentiel métier qui est poursuivi. Il va devoir caractériser les compétences. Sous-entendu, il va devoir cibler qu'est-ce que cette personne, le tutoré, est venu apprendre. Qu'est-ce qui lui manque pour tenir ce poste? Qu'est-ce qui lui manque pour faire ce métier? Et il doit préciser, bien entendu, les contenus et les méthodes de la formation qu'il propose. Il va établir un parcours d'acquisition de compétences en lien avec le référentiel concerné. Il va favoriser la mise en place de repères en organisant le travail du tutoré. Il va également organiser et formaliser la traçabilité de la montée en compétences, puisqu'il est impensable que la personne apprenne et qu'elle n'ait pas elle-même ses propres repères de progression. Elle va organiser, formaliser les évaluations des acquis, sous-entendu, mettre en place des critères et des indicateurs d'évaluation. Et elle va surtout assurer la liaison entre le centre de formation et l'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses reposent sur le tuteur. Lui, il va organiser, il va piloter, il va questionner, il va encadrer le parcours de l'alternant. Questionner l'alternant, certes, mais questionner également le parcours. Il va devoir adapter sa communication à la fois au contexte de la situation et à la personne, à l'alternant, tout en instaurant la relation de confiance. Il va devoir du coup gérer les situations relationnelles. Il va devoir nourrir, stimuler et entretenir la motivation de l'alternant. L'objectif n'est pas que la personne, finalement, se démotive au contact de l'entreprise et des situations de travail, mais au contraire, se galvanise. Il va former, il va informer, il va guider, il va assister, conseiller, cheminer avec cette personne au fil de sa propre progression d'apprentissage. Il va planifier et organiser l'activité via des situations de travail apprenantes dans une démarche constante, à la fois progressive et de complexité. Plus on va avancer, plus on va complexifier les situations de travail permettant à la personne de devenir le plus opérationnel possible. On va diversifier les situations de travail pour que la personne puisse avoir des études de cas, en somme, à chaque fois. Et surtout, on va organiser qu'elle réfléchisse sur ce qu'elle a fait. Le tuteur doit assurer le transfert de pratiques professionnelles via des savoir-faire d'expérience, puisqu'il va se baser sur sa propre expérience pour transférer les pratiques. Il va montrer du coup, il va démontrer, il va expliquer, il va faire et faire faire. Il interroge, il expérimente, il vérifie, il facilite. Il fait tout cela en symbiose avec l'alternant. Il va évaluer les progressions de l'apprentissage de l'alternant. Il va accompagner et inciter l'alternant à la réflexivité et à l'auto-évaluation. Que penses-tu de ce que tu as fait?
Que penses-tu de ton résultat? Que penses-tu de la méthode employée? Que penses-tu des outils utilisés? Que ferais-tu d'autre si tu devais le refaire? Utiliserais-tu les mêmes méthodes, les mêmes outils? Pourquoi? Il va renseigner des documents de suivi et de liaison. Du coup, on pourrait qualifier le tuteur de guide, de professionnel et de facilitateur. Le tuteur sera capable de comprendre la dimension et les conséquences de la mission. Ce n'est pas le copain de l'alternant. Ce n'est pas quelqu'un qui est là juste pour surveiller quelqu'un d'autre. C'est bien quelqu'un d'impliqué. Les deux personnes sont impliquées. Vers le projet professionnel du tutoré, ils sont tous les deux impliqués puisqu'ils sont tous les deux à l'origine d'une co-construction de parcours. Il devra s'investir dans la mission car il est, nous l'avons vu au préalable, volontaire et donc disponible pour assumer le tutorat. Si toutefois il n'était pas disponible, forcément l'entreprise doit le rendre disponible. Alors ce guide, ce professionnel facilitateur dont nous parlons, il devra également conscientiser les contraintes et les exigences du tutorat. Bien entendu, il faudra qu'il comprenne la dimension sous-jacente de cette fonction. Il faudra qu'il adopte également une posture pédagogique spécifique. Il ne faut pas oublier que ce tuteur, face à ce tutoré, est un référent professionnel, c'est un modèle. Et il faudra qu'il soit constamment, bien sûr, dans le non-jugement et dans la bienveillance de manière constante. Il faudra qu'il organise le séquencement des apprentissages. Il y a bien une fonction didactique et une fonction pédagogique. Il faudra qu'il ajuste, qu'il réajuste, qu'il diversifie le parcours, le programme en fonction des progrès du tutoré et des difficultés que ce dernier rencontre. Il devra trouver les moyens et les ressources nécessaires aux apprentissages, notamment lors d'organisation de situations de travail. Il devra entretenir le lien avec les parties prenantes, le formateur du centre de formation, le tutoré, et faire des liens entre la théorie, les théories et les pratiques pour donner du sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le savoir, le pouvoir, le vouloir agir sont directement concernés. Ils sont une combinaison des ressources internes et externes pour créer la compétence. Le savoir, le vouloir et le pouvoir agir déterminent la compétence individuelle, laquelle résulte d'une responsabilité partagée entre l'individu et la hiérarchie. Il va donc y avoir de la part de l'individu des connaissances, des savoir-faire et des savoir-faire relationnels qui vont directement être au service de l'emploi, des fonctions de cet emploi, des missions, des activités, des tâches, des contraintes et de la hiérarchie dans cet emploi, pour qu'il puisse agir avec compétence. Car il ne faut pas oublier que quelqu'un qui veut agir et ne peut pas agir est bloqué. Quelqu'un qui peut agir et ne veut pas agir est bloqué. Quelqu'un qui sait agir, qui peut et qui veut et qui n'a pas l'occasion d'agir est tout autant bloqué. Du coup, le tutorat, via l'alternance, via les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, permet à l'alternant d'agir, d'avoir l'occasion d'agir, de pouvoir et de vouloir agir, tout en sachant agir puisqu'il vient pour acquérir les compétences et savoir-faire nécessaires à l'action. Sur ce schéma encore, une compétence est une mobilisation d'un ensemble, les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire, c'est contextualisé avec les ressources d'un environnement dans une situation professionnelle qui est totalement précise. La compétence est toujours construite, finalisée, elle est toujours observable puisqu'elle est évaluable. Donc pour pouvoir agir avec compétence, on va inclure des savoir-faire qui contiennent une habilité gestuelle, des procédures qui font appel à des connaissances et des méthodes dans le cadre d'une activité professionnelle précise, mais il y a aussi qui entrent en jeu les savoirs associés, donc les connaissances qu'il faut pour agir avec compétence dans cette situation, des connaissances théoriques en lien avec une activité professionnelle, encore une fois, précise, et des savoir-être, des comportements, des attitudes attendues dans cette situation. On va inviter ici la notion de projet, car du coup, dans le tutorat, il y a cette notion de projet. Il associe l'apprenant à l'élaboration des savoirs, caractéristique essentielle dans la pédagogie du projet.
Cette pédagogie, elle prend appui sur la motivation qui est suscitée par la réalisation d'une production ou réalisation concrète qui donne du sens aux apprentissages qui sont mis en œuvre pour y parvenir. Autrement dit, le fait de faire quelque chose, de produire, et que ça serve tout de suite à l'entreprise, motive la personne, donne du sens à ce qu'elle apprend. L'approche par projet est une méthode dite active, il y en a beaucoup. On apprend par et on apprend dans l'action. Elle est identifiée comme la pédagogie du problème, puisqu'en fait on va travailler par situation problème, c'est-à-dire qu'on va, à chaque situation apprenante, poser un problème à la personne, un problème qu'il est en capacité de dépasser par l'intermédiaire de ce qu'on lui a transmis en termes de savoir-faire. Donc la méthode active devient cette pédagogie du concret. C'est concret ce que je demande à la personne. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'apprenant est ici engagé à résoudre un problème si ce dernier est authentique. Ces connaissances antérieures, elles sont activées. Elles servent à l'acquisition de nouvelles connaissances. Il y a donc une activation de ces connaissances qu'il a déjà vers des nouvelles connaissances qui sont démontrées à l'apprenant pour résoudre le problème. Les nouvelles connaissances sont à leur tour appliquées par l'apprenant pour résoudre ce problème. Et du coup, les nouvelles connaissances sont intégrées dans une activité. En fait, l'apprenant rajoute des savoirs sur des savoirs, ce qui reconstitue les savoirs. Alors, faut-il former les tuteurs ? Ça semble évident, on ne peut pas s'improviser dans la fonction de tuteur, on peut en avoir envie, mais il faut apprendre à le faire. Cette fonction, elle doit être garante d'une bonne intégration, d'une part, mais aussi du transfert de compétences d'autre part. Les deux sont indissociables. L'efficience de la fonction, qu'elle soit dévolue à un tutorat de qualification, d'insertion ou de développement, dépend de l'engagement mutuel du tuteur et du tutoré et de leur motivation pour leur mission respective. Il y en a un qui transmet à l'autre et l'autre qui apprend de l'autre. C'est une évidence pour nous de se former. Nous la justifions par cette phrase: la maîtrise d'une discipline ne confère pas systématiquement la capacité de l'enseigner. C'est du moins ce que dit Philippe Mérieux. En ce qui concerne une conclusion qu'on va dire provisoire, le tuteur, le tutorat, il remplit une fonction de développement des compétences professionnelles et sociales de l'apprenant par des moyens spécifiques, étroitement liés au processus de travail et à la culture et aux valeurs de l'entreprise. Le tutorat se trouve être à l'articulation des logiques à la fois de production, de formation et d'apprentissage qui sont portées par l'entreprise, le centre de formation et l'apprenant. On va donc pouvoir parler d'un savoir-faire opérationnel qui est validé. Alors il y a donc, comme vous avez pu le comprendre, 6 niveaux de compétences dans la fonction tutorale. Dans un premier temps, on va déterminer que le premier niveau serait le niveau de survivant, celui qui imite les actions d'un tuteur. Il reproduit à l'identique des actions, mais sans forcément les comprendre. Ensuite, il va y avoir le niveau du débutant. Celui-ci va appliquer avec de l'aide les savoirs. Il va conceptualiser et contextualiser les savoirs, les capacités ou habiletés nécessaires à la réalisation des tâches professionnelles qui lui sont confiées. Il va y avoir le niveau du fonctionnel, celui qui applique les pratiques de façon autonome. Il transfère les savoirs dans des solutions professionnelles selon les attentes de rendement. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a le niveau de la maîtrise. Celui-là va résoudre des problèmes selon les situations de travail. Il adapte ses actions dans une situation professionnelle par décontextualisation et recontextualisation. Viendra ensuite le niveau de l'expertise. Celui-ci va exercer son jugement critique. Il va donc gérer des situations de travail incertaines. Et enfin, le niveau de l'excellence qui appréhende et qui maîtrise le changement. Du coup, celui-ci, on va dire qu'il innove à partir de l'anticipation des changements sur l'action. Alors, les bénéfices pour l'entreprise sont évidents dans le sens où le tutorat est un outil de management. C'est un outil qui permet de répondre à un enjeu stratégique dans la gestion des ressources humaines. Il y a notamment de pris en compte le concept de la RSE, donc de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise.
avec une intégration du coup des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes, sur une base bien sûr qui serait volontaire. Donc l'intégration de toutes les couches représentatives de la population fait partie du concept de la RSE, mais aussi la valorisation de l'image de l'entreprise qui elle aussi est en jeu. Un facteur de paix sociale évident, puisque quelque part on rentre dans les principes du développement durable, avec une démonstration des valeurs relatives à la société, relatives à l'économie, que l'entreprise veut diffuser à l'extérieur. Donc, il y a également, rentrant en ligne de compte, la lutte contre toute forme de discrimination, notamment l'égalité homme-femme, le fait d'embaucher, de recruter des seniors, de recruter des personnes handicapées. Il y a également ce côté, je vais pouvoir peut-être repérer en tant qu'employeur des personnes qui seraient intéressées pour travailler dans mon entreprise, dans mon champ d'activité, et qui seront bien évidemment formées par mon personnel. Donc, mon personnel va à la fois transmettre un savoir-faire qui m'est cher, mais en plus les valeurs de mon entreprise. Donc, j'ai meilleur temps en tant qu'employeur de recruter quelqu'un qui a été formé par mes soins que de recruter quelqu'un qui a été formé par quelqu'un d'autre. Alors, la professionnalisation qui renvoie à la logique de compétence, c'est-à-dire que la logique de compétence vise l'employabilité durable pour l'apprenant, l'attractivité des diplômes, le développement de la formation tout au long de la vie et la qualité pédagogique des formations. Du coup, le tutorat implique que la personne vient acquérir des compétences plus que des savoirs. Les savoirs ne sont que des connaissances. Du coup, la compétence va faciliter la connaissance en acte. Étant donné que ce qui est visé, c'est la compétence professionnelle, ce n'est pas qu'un savoir pour savoir, mais un savoir pour faire, l'objectif du tutorat vise directement l'opérationnalité de la personne dans son milieu de travail, celui qu'il a choisi. Donc, quand je dis que ça renvoie à la logique de compétence, c'est qu'aujourd'hui, via la réforme, on est dans une approche par compétence. On est dans les blocs de compétences en ce qui concerne le découpage des référentiels. Et pour cause, l'objectif ici, c'est la compétence professionnelle. Et à ce titre, la personne vient pour acquérir des compétences lui permettant d'être opérationnel directement sur le travail. Alors, la vraie différence, c'est que, alors, il y a mille et une définitions de la compétence. Il y a encore beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ce concept et qui essayent de l'expliquer, mais on va en retenir au moins un, on va dire le plus simpliste. La compétence, on pourrait dire que c'est la mobilisation de plusieurs savoirs qui se mobilisent en même temps, dans un contexte défini. Donc, dans cette compétence, on va avoir une alchimie entre le savoir qui est la connaissance, le savoir-faire, la partie habileté technique, et le savoir-être dans cette situation. Ces trois savoirs se combinent entre eux, la compétence est combinatoire, la compétence elle est toujours contextualisée, elle est toujours liée à un contexte précis, à une activité précise. On est compétent pour faire quelque chose, on n'est pas compétent en général. Donc le savoir-faire fait partie de la compétence, mais il n'y a pas que lui. La capacité à l'auto-questionnement renvoie à une logique de pédagogie par objectif. Je suis censé apprendre quelque chose parce que j'ai défini un objectif que je veux atteindre. À ce titre, je vais déjà me questionner de comment je peux faire pour atteindre cet objectif. Par quoi est-ce que je dois passer? Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois comprendre pour pouvoir appliquer? On est donc quelque part dans la logique de la pédagogie par objectif qui, elle, définit un objectif à atteindre et en même temps définit aussi les différentes étapes pour l'atteindre. Ce qui fait qu'on va avoir sur une progression pédagogique un itinéraire avec un balisage qui dit quel est l'objectif final qui est visé et qui dit l'objectif de chacune des étapes, celle de comprendre, puis de
connaître, puis de faire. C'est d'ailleurs dans l'autre sens, c'est connaître, comprendre et faire. La pédagogie par objectif, du coup, permet de savoir où l'on va, mais aussi comment on y va. Alors toujours avec la pédagogie par objectif. Si je ne définis pas d'objectif, j'apprends des choses à des personnes, elles ne savent pas pourquoi elles les apprennent et je ne sais pas moi-même pourquoi je les leur apprends. Si c'est juste pour respecter un programme, ça n'a pas une vraie valeur pédagogique. Et encore une fois, ça ne peut pas rentrer et s'inscrire dans le tutorat. Le tutorat vise une des compétences ciblées, caractérisées. On n'est pas là pour apprendre quelque chose en bloc, on est là pour apprendre quelque chose à faire, de particulier, une activité, la tenue d'un poste de travail, avec ses tâches, ses activités propres à ce poste. À ce titre, pour développer la stratégie en fait pédagogique des apprentissages, on va devoir définir des objectifs. Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi on veut aller là? Comment on y va? Quelle est la meilleure façon d'y aller? Donc, je me questionne là-dessus, puis ensuite je me questionne sur ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Pour celui qui apprend, c'est constater si oui ou non il a atteint l'objectif qui avait été fixé au départ. Pour celui qui enseigne, c'est est-ce que je peux l'évaluer? Du coup, la compétence est forcément observable. Le développement durable, ce n'est pas que le tri des déchets, bien sûr, ça existe, mais il y a aussi la solidarité entre les pays, entre les peuples, les générations et les membres d'une société, le partage des ressources. Il y a le principe de précaution qui en fait partie dans les décisions pour ne pas causer de catastrophes, donc les risques santé, les risques environnement. Qu'est-ce que ça vient faire avec le tutorat? Dans le tutorat, il y a aussi les règles d'hygiène et de sécurité dans une entreprise. La participation, le principe de participation de chacun, quel que soit son statut social, pour assurer la réussite de projets durables. Donc on sent bien ici qu'on va partager les ressources pour faire des choses bien, pour perpétuer des savoir-faire. La responsabilité de chacun, citoyen, industriel, agriculteur, pour que celui qui pollue, abîme, éventuellement dégrade, soit obligé de réparer. Ça fait aussi partie du développement durable. Mais il y a aussi la notion d'équité sociale, satisfaire des besoins essentiels de l'humanité. Or, j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir évoluer. J'ai besoin d'apprendre pour m'accomplir. J'ai besoin d'apprendre pour trouver ma place. J'ai besoin d'apprendre pour pouvoir faire le métier que j'ai choisi. Il y a donc là-dedans aussi une réduction des inégalités entre les individus dans le respect de leur culture. Après, bien sûr, vient la qualité environnementale, préserver les ressources naturelles, et écologiques et environnementales, mais préserver les ressources, c'est aussi les ressources de savoir-faire et l'efficacité économique qui est directement concernée puisque ça relève d'une gestion saine et durable sans préjudice pour l'environnement.